Bonjour à tous, ouvrage très intéressant sur lequel je suis tombé dernièrement, Franc-maçonnerie et société secrète contre Napoléon, naissance de la nation allemande, de Gérard Hertaut et Abel Douet. Je vais vous lire rapidement le quatrième de couverture. Parmi les nombreux États que comptait l'Allemagne en 1803, seule la Prusse pouvait espérer jouer un rôle. Mais le 14 octobre 1806, les victoires françaises d'Iéna et d'Auerstedt révélèrent l'état de décomposition du pays dirigé par Frédéric Guillaume III, monarque conservateur et indécis. Or, 7 ans plus tard, la Prusse prenait une part éclatante dans la bataille des nations à Leipzig. Comment ce retournement de situation a-t-il été possible? Simplement grâce à l'éveil d'une nation galvanisée par la religion de Luther, facteur de cohésion, par une langue qualifiée d'essence divine, facteur d'unité, et ironie du sort, par les idées de la Révolution française. Comment cette transformation a-t-elle pu être aussi rapide sous un pouvoir aussi absolu et rétrograde? C'est l'objet de cet ouvrage qui nous fait découvrir pas à pas les actions souterraines de la plupart des sociétés secrètes, fondées à partir de la franc-maçonnerie prussienne. En 6 années, appuyées par les loges militaires maçonniques, elles allaient reconstruire le pays sous le joug de l'occupation française et faire naître la nation allemande. Lorsqu'elles sentirent que la Prusse à nouveau frémissante et exaltée était prête, ces sociétés devaient la précipiter dans la guerre, contre la volonté du roi, au moyen d'une désertion spectaculaire de la Grande Armée au retour de Russie. Le soulèvement de la Prusse devait alors embraser toute l'Allemagne unie contre l'ogre de Corse et hâter la fin de l'Empire. Prologue. Plus d'un siècle et demi d'incompréhension réciproque a opposé Allemands et Français. Grâce à l'émergence de l'Union européenne et les vertus de l'amitié aidant, les deux peuples se sont enfin appréciés au point de se rapprocher étroitement. Bien que leur nature étant différente, la connaissance réciproque ne soit pas encore totale. Aussi nous a-t-il semblé indispensable, avant d'absorber l'aventure napoléonienne, de rappeler les origines profondes du nationalisme allemand, ou du moins de la vision du nationalisme allemand tel qu'il finit par s'imposer. Il faut pour cela remonter à Luther, l'homme qui fit la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Toute l'âme du nord de l'Allemagne, toute la langue allemande tirent leur source de cet homme hors du commun, au point que de Bismarck à Hitler, nombre d'Allemands s'y sont référés. De 1522 à 1532, ce moine célèbre devait traduire la Bible à partir du grec ancien, en langue vulgaire, plus exactement en dialecte haut-saxon. Il en fit la langue classique de l'Allemagne, tant il sut lui insuffler des qualités de force, de noblesse, d'élégance et de clarté inconnues avant lui. Il en fit également la base de son talent oratoire, plein de vigueur, d'éloquence et d'emportement. Fougueux et passionné, Luther agissait souvent sous l'impulsion du moment, et son imagination exaltée fut parfois en proie aux hallucinations. Car Luther ne fut jamais un nationaliste, mais un mystique qui fit la guerre à la raison humaine et au libre arbitre, mettant la perfection chrétienne dans l'absorption de l'âme en Dieu. Dès lors, c'est Dieu qui parle et qui guide. Cette force devait conduire à Augsbourg en 1530, par la confession qui en emprunta le nom, à la scission entre catholiques et protestants, ces derniers emmenés par Luther, mais aussi à la scission entre les États allemands qui le soutenaient et la Bavière qui soutenait Rome. Ainsi, par ses actions et leurs conséquences, Luther est considéré non seulement comme initiateur de la langue allemande, mais aussi comme fondateur de la nation allemande, dont il fut l'un des premiers, sinon le premier, à proclamer l'existence. Si l'œuvre religieuse de cet homme de génie devait se développer rapidement, si la langue qu'il avait exaltée devait s'imposer elle aussi peu à peu, il fallait en revanche un homme politique d'envergure, ou un cataclysme, pour que l'idée de nation allemande s'imposât à nous avec une nécessité impérieuse. Les deux à la fois devaient arriver le même jour. Napoléon fut l'homme, les batailles d'Iéna et d'Auerstedt créèrent le bouleversement. Le tout s'abattit sur l'Allemagne le 14 octobre 1806. Comment se présentait l'Allemagne à cette époque-là? Rappelons d'abord que s'il y avait bien des Allemands en 1800, il n'y avait pas d'Allemagne et que le sentiment national ou l'idée d'appartenir à un même peuple n'effleurait personne. Le Saint-Empire romain germanique n'avait été germanique que de nom, réunissant certes des Allemands, mais aussi des francophones, des Slaves et des Italiens. Sous Louis XV, l'Allemagne actuelle était divisée en 622 États, parlant au moins 4 langues et de nombreux dialectes. Alors, petite parenthèse, c'est là où est le facteur appauvrissant de la mondialisation à travers les âges. C'est que tout ce qui passe à la trappe comme par hasard, c'est la diversité, même si paradoxalement,
eux mettent la diversité en exergue, mais en fait c'est tout le contraire qui se passe. Les accents se meurent, les dialectes se meurent, etc. Leur nombre, tombé à 380 en 1789, fut encore ramené à 82 en 1803 par le Reutz, Récé de Ratisbonne. Vous voyez à quoi a pu servir aussi la Révolution française au niveau réorganisation de l'Europe, hein, comme par hasard. Enfin, on voit d'où ça vient. La plupart étaient des petits duchés ou principautés dirigés par des nobles ou des évêques. Ainsi, comme l'écrit justement le diplomate français Reinhardt à Champigny, l'Allemagne a une langue, mais pas de capitale. De l'avidité des grands et petits souverains allemands, de leur ambition d'agrandir leur territoire, Napoléon sut se servir, les flattant et les comblant de dons pour mieux les dominer. Dans cette mosaïque, certains États émergeaient comme la Bavière et la Saxe. La Prusse tenta de contrebalancer la puissance autrichienne. L'alliance française était devenue indispensable pour y parvenir au fil des succès des armées révolutionnaires. À partir du traité de paix de Bâle, 1795, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III avait donné l'apparence de jouer cette carte, espérant lui aussi en tirer quelques avantages politiques et territoriaux. Parallèlement, il jouait sur d'autres tableaux avec les Russes, les Anglais et, au besoin, les Autrichiens. Entre les deux, malgré les vicissitudes et les changements, subsistait toujours en Allemagne une intelligentsia acquise aux idées des Lumières. La grande majorité de ses maîtres à penser avaient suivi les cours de Kant, même parmi les jeunes officiers de l'armée prussienne. Tous ou presque se connaissaient et s'estimaient. La jeune noblesse, quant à elle, était plutôt ruinée, tout particulièrement en Prusse, où elle s'était considérablement endettée par des spéculations hasardeuses dans les territoires polonais récemment conquis. Son impécuniosité l'avait insensiblement rapprochée de la petite bourgeoisie, du bas clergé et des corps enseignants. Après l'ouragan napoléonien de 1806 qui allait bouleverser la Prusse, après la punition de Tilsit qui s'ensuivit, l'intelligentsia allait remuer le royaume en profondeur et le rendre capable, avec les alliés russes, anglais et autrichiens, de vaincre Napoléon. Sous l'impulsion des penseurs et des philosophes, allaient se réaliser presque simultanément, de 1807 à 1815, deux prodiges, une révolution sociale en douceur qui ne vit son achèvement qu'en 1848, et les germes et prémices d'une unification de l'Allemagne autour de la couronne des Hohenzollern qui vit son achèvement en 1871. L'un et l'autre phénomène ont eu Napoléon Ier et son action pour origine. À plusieurs reprises, l'empereur des Français tenta bien de se faire une alliée de la Prusse, mais les maladresses accumulées et parfois le mépris manifesté à son égard devaient amener rapidement ce pays à être vis-à-vis de la France l'un des plus belliqueux au cours du siècle et demi qui suivit, suscitant une haine farouche entre les deux peuples. Ces sentiments ont longtemps occulté en France les noms des grands hommes qui édifièrent l'Allemagne et qui, par là, contribuèrent tout comme les nôtres à construire l'Europe. Si les Français connaissent bien les noms des généraux allemands d'époque napoléonienne, Blücher, Scharnhorst, Gneisenau, von Boyen, Clausewitz, en revanche, ils ont retenu peu de choses de Fichte, Jahn, Arndt, Humboldt, Hakim von Arnim, Kleist. Pour le cartésianisme français, le romantisme allemand déroute autant que le rêve des Nibelungen. Pour se construire après Iéna et reprendre le combat contre Napoléon, la Prusse devait, en se fondant sur l'héritage de Luther, s'appuyer sur ses philosophes, ses professeurs et ses savants, qui allaient lui donner un souffle neuf, celui d'une nation à nouveau debout. C'est alors que pour y parvenir, elle fit appel largement à un moyen original et nouveau, spécifique au génie allemand de l'époque, les sociétés secrètes. Dans un état frédéricien hiératique et figé où toute initiative était durement sanctionnée, une seule solution restait au peuple prussien humilié au cours des 8 années sous le joug français. Afin d'éviter une explosion aussi dévastatrice que les défaites d'octobre 1806, il fallait utiliser un moyen de reprise en main des différentes couches sociales capables de réorganiser la société et de préparer la revanche. Pour pouvoir exister et être efficace, ce moyen ne pouvait agir que dans l'ombre pour tromper les Français, mais aussi à bien des égards, le roi de Prusse lui-même. Venger l'humiliation infligée par la punition de Tilsit et préparer matériellement et psychologiquement le peuple à un soulèvement de masse contre la France, tels étaient les buts des sociétés secrètes. Pour y parvenir, une réorganisation totale du pays dans tous les domaines, notamment de l'administration, de l'armée, de l'enseignement, de l'économie, était nécessaire dans les plus brefs délais, sous peine de voir disparaître le pays. Le peuple tout entier adhérait à ces buts et aux moyens d'y parvenir, mais la royauté s'avérait impuissante et sous contrôle de l'occupant,
qui, d'un trait de plume, pouvaient rayer le royaume de la carte. C'est là que les sociétés secrètes démontrèrent leur efficacité et prirent dans le pays une importance telle qu'elles en vinrent en définitive, comme nous le verrons, à dicter au roi la politique étrangère à suivre. Les sentiments de la population allemande, et tout particulièrement prussienne pendant les guerres napoléoniennes, n'ont été perçus que par quelques Français seulement, tels Davout. Il s'ensuivit un aveuglement général entretenu par les rapports lénifiants des attachés diplomatiques français. De cette façon fut minimisé le rôle des sociétés secrètes en Prusse de 1809 à 1815, et l'histoire feignit-elle d'ignorer parfois jusqu'à leur existence et leurs modalités de leur fonctionnement. Elles tiraient pourtant leurs origines des profondeurs mêmes de la pensée et l'esprit allemand. Elles furent à leur époque une manifestation de l'âme d'un pays. Certes, la Prusse n'eut pas l'exclusivité des sociétés secrètes. Avec Jacques de Stuart, la franc-maçonnerie s'était déjà établie en France sous le règne de Louis XV. Avant lui, dès le XVIe, était apparue en Allemagne avec Jacob Böhm une secte d'illuminés aux nombreuses ramifications, dont l'une, de nature politique, les Illuminés de Bavière, fut interdite en 1784. Mais l'originalité des sociétés secrètes de Prusse, qui les distingue de toutes les autres, réside dans deux facteurs, toutes à l'exception de la franc-maçonnerie, ont été créées en vue de renverser Napoléon et ont pris naissance dans l'année 1809. De même, à l'exception de la franc-maçonnerie, tout ou presque devait se dissoudre après avoir atteint leur but. Face à Frédéric Guillaume, son roi indécis, c'est tout un peuple, toute classe sociale tendue vers un même but qui allait ainsi se dresser contre Napoléon. L'enchaînement des événements, depuis 1792 jusqu'à 1815, devait se dérouler inexorablement. Tout comme la nation française de 1792, la nation allemande devait naître en 1806. Si la première accoucha dans les fracas de la terreur, la seconde devait naître, en secret, dans une obscurité profonde. Première partie, les sociétés secrètes au service de la revanche. 1. L'ouragan de 1806. Le lourd passé de Rosbach. Harcelé par les armées autrichiennes et françaises, le roi Frédéric II de Prusse n'avait que 25 000 hommes à opposer aux 50 000 hommes du français Soubise. Pour avoir envahi la Saxe, la Prusse se trouvait menacée aux 4 points cardinaux. En Poméranie, par 25 000 Suédois, à Königsberg par les Russes, en Basse-Silésie par les Autrichiens et dans le sud Brandebourg par les Français. La survie de ce petit royaume ne tenait plus qu'à un fil, bien que la réputation de son armée, basée sur la discipline, ait été immense. Devant 30 000 Français et 20 000 sujets allemands de différents princes qui manquaient de cohésion, d'administration et de commandement commun, ils servaient contre leur gré, n'avaient aucune discipline, et disaient tout haut que c'était de la folie de se battre contre le roi de Prusse, le plus puissant prince de leur religion. La rencontre décisive eut lieu à Rosbach, en Thuringe, le 5 novembre 1757. Exécutant un brusque changement de front, Frédéric prenait Soubise de flanc, sans lui donner le temps de ranger ses hommes en ligne de bataille. Après un court engagement de cavalerie, il démasquait ses batteries et enlevait les premières files des coalisés. L'infanterie prussienne n'eut alors qu'à marcher pour achever la déroute. Celle-ci débuta par la fuite des Saxons, bientôt suivie de celle des Français. 3000 tués, 8000 prisonniers, 64 canons, tous les chariots et les bagages capturés, tel fut le butin de l'armée prussienne qui n'eut à déplorer que 500 morts. Cette journée mémorable pour la Prusse devait créer chez elle une légende, celle de la supériorité de l'armée prussienne et de la couardise des Français. Ainsi, pendant des décennies, la Prusse allait vivre de Rosbach et se croire quasiment invincible. La liberté ou la mort, les années terribles de 1791 à 1795. Les années aidant, le ressentiment français devait s'apaiser. Mais de 1789 à 1791, avec les événements de la Révolution, on passa insensiblement à des dispositions hostiles et à des sentiments belliqueux. Tout d'abord, la Prusse pensa que la France devait être suffisamment affaiblie par ses divisions intestines. Sans trop de risques, elle estimait le moment venu de tenter de s'agrandir à ses dépens tout en portant assistance à Louis XVI avec l'aide de l'Autriche. Les intrigues du roi de Prusse devaient aboutir le 7 février 1792 à la signature à Berlin d'une alliance contre la France. La guerre déclarée, une armée austro-prussienne commandée par Frédéric Guillaume II et le duc de Brunswick envahissait la France. Le 5 septembre, elle était au pied de l'Argonne. Le 20 septembre, la nation était sauvée à Valmy, la veille de la proclamation de la République. Le 6 novembre, dans un élan irrésistible, les Français, au chant de la Marseillaise, enlevaient des redoutes établies au flanc du coteau de Jemmapes. 3 semaines plus tard, les Austro-Prussiens étaient chassés de Belgique.
Élevés sous l'Ancien Régime, les conventionnels étaient pénétrés de l'idée qui prévalait depuis Henri II, que la France était inachevée et qu'à l'Est, ses limites naturelles devaient être le Rhin sur toute sa rive gauche. Ainsi, non seulement Strasbourg, mais aussi Mayence, Coblence et Cologne devaient être villes françaises pour propager les idées révolutionnaires nouvelles. La Convention inaugurait sa politique des conquêtes. L'idée du Rhin, frontière naturelle de la France, était implicitement reconnue par le traité de Bâle, 1795. Après 3 années de combat, c'était cette fois la Prusse qui quittait le champ de bataille. De 1795 à 1806, l'Angleterre, insaisissable chef d'orchestre des coalitions. Entrée en guerre en 1793, l'Angleterre suscita, ouvertement ou secrètement, toutes les coalitions contre la France révolutionnaire et impériale. Cela avait été le cas en 1793. Ce le fut encore en 1797. La Prusse, en dépit d'une diplomatie ondoyante, resta en dehors des conflits après 1795. Elle ne fut donc que spectatrice de la paix de Lunéville, signée le 9 février 1801. Toute la rive gauche du Rhin jusqu'à la frontière batave était dévolue aux Français. La paix d'Amiens, le 25 mars 1802 avec l'Angleterre, compléta les apparents succès français. Bien que spectatrice, la Prusse tira néanmoins quelques bénéfices de la situation lors du recès de 1803. Le traité de Lunéville prévoyait en effet que des compensations seraient accordées aux princes allemands. Ainsi, l'archevêque de Mayence reçut Ratisbonne, la Bavière, qui avait perdu 700 000 sujets avec le Palatinat, en recevait 900 000, et le roi de Prusse, qui en avait perdu 125 000 avec Münster, en recevait 500 000 avec d'importants territoires en Westphalie. Bade et le Wurtemberg, avec des agrandissements de territoire, devenaient électeurs. Toutes les tensions pouvaient donc sembler aplanies, mais 15 mois plus tard, l'Angleterre, qui craignait pour son commerce, reprenait les hostilités, ne voulant pas voir Anvers et la Belgique rester aux mains de la France. Napoléon se décidait à envahir, ou tout au moins à effrayer, le Royaume-Uni et concentrer ses troupes au camp de Boulogne. Le 11 avril 1805, l'Angleterre et la Russie formaient une troisième coalition avec l'Autriche. La Prusse n'y était toujours pas. Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, la bataille des trois empereurs consacrait la victoire de Napoléon sur la Russie et l'Autriche. L'Angleterre, pour sa part, avait reporté le danger sur ses alliés. À l'abri dans son île, elle devait jusqu'en 1815 susciter 4 autres coalitions jusqu'au renversement final de l'usurpateur. En attendant, bien que non adhérente à la coalition, la Prusse avait tenté de profiter de la situation. Napoléon allait bientôt lui en demander des comptes. La revanche de Rosbach. En octobre 1805, afin de combattre les Autrichiens à Ulm puis à Austerlitz, Napoléon avait violé sans coup férir et sans assentiment préalable le territoire prussien d'Ansbach. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, se tourna vers la Russie. Le tsar, heureux de cette possibilité de recruter un allié de poids, se rendit en voyage officiel à Berlin. Il y eut entre les souverains une scène très romantique inspirée par la reine Louise. À minuit, à la lueur de quelques flambeaux, des embrassements et des serments d'amitié éternelle furent échangés dans le caveau de Frédéric II, le vainqueur de Rosbach, devant son humble cercueil de bronze. Malgré ce serment, la Prusse hésita encore pendant des mois avant d'entrer en guerre. La guerre franco-prussienne n'allait durer que 6 jours, du 8 au 14 octobre 1806. Le 14 octobre, Napoléon écrasait une partie de l'armée prussienne à Iéna et Davout en faisait autant à Auerstedt. L'empereur devait ne trouver devant lui que des généraux vieux et désabusés, la plupart d'entre eux n'aspirant qu'à se rendre sans combattre, ou pire encore des officiers rebelles, voire de véritables brigands. Un fait révélateur de la campagne de 1806, rapporté par une lettre de Savary à Berthier, et raconté plus tard par Charles Schulmeister, l'espion de Napoléon, illustre l'état profond de décomposition interne de l'armée prussienne. Le 12 novembre, avec quelques éclaireurs, Savary et Schulmeister, chevauchant côte à côte, repartaient vers le sud-ouest. Lübeck, Hambourg, Hanovre étaient traversés. Partout, ils notaient la décomposition de l'armée prussienne. Le 20 novembre, ils arrivaient à Hamelin, après 440 km de chevauchée dangereuse. La ville, très fortifiée, était défendue par 9000 hommes et 7 généraux prussiens aux ordres du général von Schöller. Bien approvisionnée, elle était assiégée par un corps hollandais de 7000 hommes du roi Louis Bonaparte, sous les ordres du général français Dumonceau. Napoléon fit remplacer ce dernier par Savary, toujours associé à M. Schulmeister. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, les troupes prussiennes s'étaient révoltées. Les colonels avaient pris la tête de la révolte. Pendant 2 jours, la soldatesque allait se ruer sur les magasins,
s'enivrer, insulter ses chefs, détruire par plaisir. C'est pour ça, hein, petite parenthèse, quand on dit la discipline de l'armée prussienne, ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Des femmes furent tuées, d'autres violées. Le général prussien von Scholler exigea des habitants 1000 écus d'or pour les frais de route des bas officiers et des pensions de retraite pour les officiers. Le 21 novembre, devant la rébellion, Savary déclarait aux 7 généraux prussiens « Je ne suis point accoutumé à céder aux mouvements de sédition et de révolte. J'ai parcouru toute la révolution de mon pays et je sais comment on les apaise. Il ne sera rien changé à la capitulation d'Hameln. » Le 22 novembre, Savary recevait la reddition de von Scholler, tandis que Schulmeister prenait le commandement d'un petit détachement de l'armée prussienne resté fidèle à son roi. Avec lui et avec quelques Hollandais, il entrait dans la ville et matait la rébellion. Les habitants de Hameln étaient délivrés de leurs propres soldats, et les Français considérés par la population comme des libérateurs. Les circonstances humiliantes de la reddition d'Hameln ne furent pas uniques. Déjà, à Custrin, le 26 octobre 1806, le roi de Prusse, accompagné de la reine Louise, les yeux rougis par les larmes, tentait de galvaniser ses troupes et de secouer Ingelsleben, qui commandait la place. Le 31 octobre, alors que les Français encerclaient la forteresse, son commandant passait la nuit à s'enivrer dans une casemate avec ses compagnons de débauche. Un incendie ayant rendu inutilisable le seul point permettant l'accès à la citadelle, il poussa l'obligeance jusqu'à mettre des embarcations à disposition des Français. 250 hommes parvinrent ainsi jusqu'à la forteresse. Ils firent sur le champ 4000 prisonniers. Ingersleben fut plus tard condamné à mort, ainsi que le commandant du fort de Stettin. Leur peine fut commuée en détention, et ils furent dégradés. À Magdebourg, sans combattre, le vieux général von Kleist, avec 22 000 hommes, se rendait aux 15 000 hommes de Ney. Même chose pour la forteresse de Spandau. Le commandant Benkendorf fut plus tard dégradé. La citadelle de Schweidnitz devait elle aussi se rendre dans des conditions identiques. 2. L'échec d'un modèle. Comment la Prusse en était-elle arrivée là? Les causes étaient à la fois organiques, stratégiques et psychologiques. Toutes prenaient leurs racines dans la victoire de Rosbach. Les causes organiques. Pendant des décennies, la Prusse avait vécu dans le souvenir de Rosbach qui donna naissance à un État frédéricien, conçu et organisé pour le despotisme éclairé de son maître. La vieille Prusse devint donc, comme l'écrivit Vidal de Lablache, un État agricole et féodal conçu en vue des besoins de l'armée. Cet État fut donc composé d'une noblesse terrienne privilégiée, car pépinière du corps des officiers, des paysans retenus sur leurs terres, destinés à nourrir l'armée et à lui fournir des soldats. La clé de voûte de tout le système était donc l'armée. Accorder la liberté aux paysans, c'était ébranler l'institution fondamentale de l'État. Donner à la noblesse l'autorisation de vendre ses terres, c'était la détruire. Dans cet État militaire bureaucratique et féodal, il n'y avait aucun paysan ni pratiquement aucun bourgeois dans l'administration. Les sujets étaient ainsi des administrés, des passifs, il n'y avait pas de vie nationale en Prusse. En échange du service armé, les nobles étaient exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt indirect prélevé sur les villes. Ils avaient le privilège de la chasse, de la fabrication de la bière et des eaux-de-vie, de moudre du blé, etc. Ils nommaient encore les desservants de l'Église. Par la création d'une caisse hypothécaire, ils pouvaient emprunter à l'abri de l'usure. Petit à petit, la noblesse d'épée devint une noblesse d'argent. Elle se mit à spéculer, à faire des acquisitions dans les provinces récemment conquises sur la Pologne, à placer ses capitaux dans ce pays. Une fièvre de spéculation l'envahit avec son cortège de faillites, de dettes, d'emprunts, etc. Dans cet état, les paysans ne pouvaient avoir aucune initiative. Ils étaient à la disposition du seigneur. La lecture et la religion étaient pour eux les seules matières d'enseignement, car la noblesse estimait qu'il était nuisible d'instruire les enfants du peuple. Max Lehmann rapporte qu'en 1803, les paysans armés de faux criaient « Nous voudrions que les Français viennent », signe que dans cette société militarisée, la guerre était synonyme de mouvement. À cause de l'impôt direct sur la consommation, les villes végétaient. L'industrie était à peine existante. On comptait alors 7 paysans pour 2 citadins. Les villes étaient administrées par un magistrat, généralement un militaire retraité, et par un conseiller, le Steuerrat, constitué de fonctionnaires royaux. Le nombre des casernes étant insuffisant, les villes devaient fournir le logement aux soldats. Le gouvernement de Frédéric II avait ainsi conçu un outil à la mesure de son immense activité personnelle. Le roi n'avait pas de ministre, seulement des secrétaires, mais le système avait déjà atteint ses limites. Chaque année, le Trésor faisait 80 millions de dépenses et 30 millions de dettes, sans possibilité de vérification de l'origine des hémorragies.
Frédéric Guillaume III ne put arrêter le mal et fut toujours indécis sur les mesures à prendre. Comment l'armée se présentait-elle dans cet état si particulier conçu pour elle? En 1740, la Prusse ne comptait que 2 240 000 habitants qui entretenaient une armée de 80 000 hommes. 15 ans plus tard, juste avant la victoire de Rosbach, Frédéric II avait 186 000 hommes sur pied de paix et 235 000 sur pied de guerre. Après lui, Frédéric Guillaume II diminua l'ensemble des effectifs qui se réduisit au total à 230 000 hommes que Frédéric Guillaume III continua d'entretenir. Toutefois, après les annexions de 1803, qui avaient porté à 10 millions le nombre de sujets, ces effectifs n'avaient guère augmenté. Quelques fils de la bourgeoisie avaient pu y entrer, mais à la première occasion, ils étaient laissés de côté sans égard pour leur état de service. Les corps nobles, comme la cavalerie, leur restaient inaccessibles. Ils ne pouvaient servir que dans les régiments de garnison, les hussards et l'artillerie, qui n'étaient pas en honneur en Prusse. À l'époque de Iéna, l'armée prussienne ne comptait que 695 officiers roturiers sur 7000 nobles. Donc. Les officiers étrangers étaient nombreux. 1000 d'entre eux étaient français, soit d'origine protestante, établis en Prusse après la révocation de l'édit de Nantes, tels Arnaud de la Perrière ou La Roche-Aymon, ou émigrés. Il était très difficile pour les officiers de se marier, leur rapport personnel devant être au moins de 1000 écus, en sus de leur solde. Les contacts avec les civils leur étaient interdits. Ils se bornaient à afficher à leur égard l'insolence hautaine des privilégiés. L'entrée dans l'armée s'effectuait dès le plus jeune âge par les écoles de cadets ou par recommandation. Grollmann y entra à 13 ans, Clausewitz et Boyen à 12. L'âge des officiers malgré cela était élevé. Des généraux en activité avaient plus de 80 ans. Leur manque d'initiative était flagrant. Peu avaient fait la guerre, ou alors c'était la guerre de 7 ans, un demi-siècle plus tôt. Le militaire était donc un homme séparé de la société civile, prisonnier de son milieu, ne rencontrant dans les balles que la noblesse locale ou les officiers des garnisons voisines. Sa famille et sa domesticité n'étaient justifiables que du conseil de guerre. Ainsi, par exemple, si une des femmes de chambre accouchait clandestinement, c'était le conseil composé du colonel du régiment assisté d'un auditeur qui siégeait et la jugeait. Le solde était maigre et les officiers peu fortunés. Un second lieutenant gagnait 11 thalers par mois, un major de 11 à 18 et un colonel 27 thalers. Un thaler or reviendrait aujourd'hui à 29 euros, d'après Jean Tullard et la Banque de France. Sous l'Empire, il fallait compter 3 sous et demi pour une livre de pain. Donc un second lieutenant gagnait 11 thalers par mois, c'est-à-dire 400 euros, si je dis pas de bêtises. Les punitions pour les officiers étaient un déshonneur que les modalités d'application amplifiaient. Ils étaient passibles de coups de plat de sabre. Pour les fautes bénignes, d'arrêt de rigueur au-delà, provoquer un supérieur coûtait 8 années de forteresse et la perpétuité s'il avait tiré son épée. Si par malchance il blessait son supérieur, l'exécution par fusillade était automatique. Déshonneur, insigne, si la rixe ou le duel s'était passé durant le service, on le décapitait. Dans la troupe, la situation n'était guère meilleure. L'armée se composait d'une milice de paysans recrutés pour un tiers dans les cantons et pour 2 tiers de mercenaires. Dans Candide, Voltaire dépeint le ridicule des exercices de l'armée prussienne et, parlant du soldat, montre les limites d'une discipline poussée à l'extrême. On le fait tourner à droite, à gauche, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10, et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Les peines étaient d'une sauvagerie extrême, et étaient administrées le matin après 2 heures d'exercice, lors de la Wartparade, qui durait également 2 heures. Après Iéna, von Boyen humanisa beaucoup la plus terrible d'entre elles, la Gasserlaufen, que Vidal de la Blache décrit ainsi. Elle était exécutée par 200 hommes, disposés en une rue humaine munie de baguettes trempées dans le sel. Torse nu, mains liées, pieds entravés, une balle de plomb dans la bouche, un sous-officier par devant, un autre par derrière. Un vol pouvait ainsi entraîner de 6 à 20 passages. Quant aux corvées, elles avaient lieu l'après-midi. C'est pour ça, petite parenthèse, quand aujourd'hui là, on nous dit que les femmes dans l'histoire ont toujours eu la vie dure, etc., les hommes aussi, excusez-moi, mais c'est plutôt une question de classe, de conditions que d'autre chose. Faut arrêter. Au printemps avait lieu une période d'exercice de 6 semaines, puis plus rien. La garnison s'endormait jusqu'au printemps suivant, voire celui d'après. Les recrues ne faisaient que 3 mois d'exercice, durant lesquels on avançait en échelon, on reculait en échiquier. On tirait des salves dans un ordre déterminé. Les périodes d'exercice avaient donc lieu tous les 2 ou 3 ans seulement par mesure d'économie.
L'infanterie faisait du surplace, la moitié de la cavalerie ne montait pas. Les armements étaient désuets. Les fusils à silex pesaient 6 kilos et étaient mal équilibrés. Il était conseillé aux soldats de ne pas viser car le recul renvoyait l'arme dans la figure du tireur. Citons Clausewitz, l'armement était plus mauvais qu'aucun en Europe. Le matériel de l'artillerie, à l'exception des pièces elles-mêmes, n'était pas meilleur. La nourriture et l'habillement du soldat étaient au-dessous du nécessaire. L'équipement pour la guerre était d'un modèle vieilli, surchargé par les besoins du temps de choses inutiles. L'esprit de l'armée était très peu militaire, l'instruction était bornée, limitée à ce qui touchait la Prusse, sans la moindre attention à ce qui se passait ailleurs, sans qu'on tînt compte des événements militaires les plus récents. Les manœuvres ne rimaient à rien, éternelle et stérile image de choses vieillies. En tout, dans une obscurité rare qui assoupissait même des soucis d'une appréhension naturelle. Tel était ce qui restait de l'armée du grand Frédéric, de véritables soldats de plomb qui allaient découvrir à Iéna une toute autre conception de la guerre et des guerriers bien différents. Les causes stratégiques. Il faut toujours un désastre pour qu'un pays se regarde en face, pour que tombent alors les chaînes qui l'entravaient. Le poids du temps, les égoïsmes, la somnolence bureaucratique et la suffisance. La guerre de 7 ans et la défaite de Rosbach avaient été bénéfiques à la France. Les stratèges français avaient repensé la guerre et revisité les théories militaires. Maurice de Saxe, dès 1740, prenait la guerre de mouvement, suivi plus tard par Jean-Hippolyte de Guibert qui prophétisait en 1772 dans son essai général de tactique, mais qu'il existe un État libre, un peuple qui ait des mœurs, des vertus, du courage, du patriotisme, un peuple qui fasse la guerre à peu de frais, parce que tous les citoyens s'armeront pour la défense commune, sans exiger de salaire, un peuple qui se gouverne par lui-même et qui, par conséquent, dans les temps de crise, mette nécessairement à sa tête l'homme le plus éclairé et le plus digne. Moins de 30 ans plus tard, Napoléon fut cet homme providentiel. En 1806, il trouva devant lui une armée sans stratégie et sans plan de campagne. À la guerre de mouvement associant rapidité et concentration des efforts, la Prusse ne voulut opposer qu'une guerre de position. Contrairement aux Français, les Prussiens n'avaient pas encore pris en compte l'amélioration de l'état des routes et le perfectionnement des technologies. L'amélioration des routes servait les communications et accroissait l'économie des régions qui, devenant plus riches, permettait aux troupes en temps de guerre de s'approvisionner sur place. Lorsqu'en 1805, le roi de Prusse avait réclamé un rapport sur la question, en demandant à ses généraux s'il ne fallait pas s'inspirer pour l'infanterie du modèle d'organisation française, ses experts répondirent en juin 1806 « Il nous paraît tout à fait contraire à l'esprit de l'armée prussienne de vouloir enlever les tentes au régiment et de supprimer les chevaux de selle et de bas aux officiers. Cela ne peut avoir que des conséquences fâcheuses. Les boulangeries et les trains de farine sont tout aussi indispensables à l'armée et le système d'approvisionnement adopté par l'armée française ne peut être initié avec succès. » Ainsi, pour l'armée prussienne qui ne se déplaçait qu'avec d'énormes quantités de bagages et de magasins, une marche journalière de 30 km représentait un très gros effort. A l'inverse, pendant la campagne de 1805 contre l'Autriche, les troupes de Davout avaient parcouru 60 km par jour pour rallier Austerlitz depuis Vienne. Le bulletin officiel de l'armée du 18 octobre 1805 notait que, pour arriver à ce résultat, il n'avait fallu que des marches et des manœuvres. Les 5 dixièmes de l'armée n'ont pas tiré un coup de fusil, ce dont ils s'affligent, mais tous ont beaucoup marché. Ainsi douée d'une mobilité réduite, l'armée prussienne ne pouvait aller n'importe où. Les marches de nuit lui étaient interdites. Elle devait éviter le voisinage des bois et ne devait les traverser qu'avec des flanqueurs de cavalerie pour éviter la désertion. Les causes psychologiques. Nulle part il n'y avait eu quelconque essai de résistance nationale. Soudainement, la Prusse donnait le spectacle d'un anéantissement de toute son énergie et d'un écroulement moral complet. Selon le mot de Godefroy Cavaignac, chacun sembla rivaliser de soumission et de faiblesse, depuis les fonctionnaires les plus élevés jusqu'aux ministres du roi qui prêtèrent serment à Napoléon. La Prusse ne demandait pas la paix, elle la mendiait, tous étant habitués depuis 50 ans à courber servilement l'échine. Chacun ravalait son amour-propre, mais en silence cherchait les causes de ce désastre. Outre la corruption profonde de l'armée qui devait la mener à la rébellion d'Hameln et à la reddition sans combattre de ses places fortes, nombre de Prussiens devaient incriminer la philosophie des Lumières. L'Aufklärung qui avait détruit la religion ainsi que d'autres forces morales telles que l'amour de la gloire et le patriotisme. Yann, le père de la gymnastique, dénonçait une époque de démolisseurs. J'en appelle ici au plus grand roi protestant, Frédéric Guillaume III, pour faire œuvre de restauration et d'amélioration. Une seule personne eut un reste de dignité et un sursaut d'énergie. Ce fut la reine Louise que Napoléon surnomma le seul homme de Prusse.
Ce fut elle qui eut le courage et l'ascendant suffisant pour influencer le roi et lui éviter une soumission totale à Napoléon. Quand ce dernier dicta ses conditions d'armistice, les clauses en étaient si dures que Frédéric Guillaume les rejeta. Désormais, Napoléon ne pouvait avoir la paix qu'en triomphant des Russes. Hello et Friedland devaient en être le prix à payer. Mais en Prusse, pendant ce temps, des écrivains et des philosophes, tels Arndt et Fichte, s'étaient levés, appelant de leur vœu l'émergence d'une grande nation. Ils avaient pris conscience de la nécessité d'un mouvement capable de régénérer l'Allemagne tout entière, en s'appuyant sur les forces vives de son génie qui aime agir dans le secret. D'ailleurs, avec le régime absolutiste d'alors, pouvait-il en être autrement ? La rigueur de la discipline prussienne avait tué tout esprit d'initiative. La pièce d'Heinrich von Kleist, que tout officier avait médité, Le Prince de Hombourg, est incompréhensible pour qui n'est pas prussien. Elle mettait en scène un général condamné à mort malgré une éclatante victoire. Il avait engagé le combat au moment le plus opportun, mais sans attendre l'ordre de ses chefs. En 1808, chacun avait médité sur les causes du châtiment qui s'était abattu sur la Prusse. Il suffisait d'une ou plusieurs sociétés secrètes pour attirer les bonnes volontés de toutes les classes sociales. L'heure était venue. Voilà, ce sera la fin de cette première partie de franc-maçonnerie et société secrète contre Napoléon. Je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre, la punition de Tilsit, les clauses du traité. Enfin, c'est pas un chapitre d'ailleurs, c'est une sous-partie. Et on continuera sur le chapitre 2. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.